ça fait 4 offres qu'on fait. Puis les demandes syndicales sont toujours à 21 %. Moi, je souhaite qu'on règle ça dans les prochains jours, puis qu'il n'y en ait pas de grève la semaine prochaine. Je comprends les parents qui se disent « Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants la semaine prochaine? » Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille, notre jouteur du vendredi, sont avec nous. Le gouvernement attend toujours la contre-offre des syndicats. Mario, pourquoi il ne vient pas, cette contre-offre? Les syndicats auraient l'impression, ou disent avoir l'impression que ce serait commencé à céder, mais c'est un peu ça la négociation. Là. Je fais un pas dans une direction, l'autre fait un pas. Moi, je suis de ceux qui pensent, je l'ai dit publiquement, je pense qu'en termes de notion que la grève devrait être un dernier recours. Bon, je suis pas connu pour être quelqu'un qui est très pro-grève. 19 fois sur 20, je suis contre la grève. Bon, mais je vais accepter une grève quand c'est un dernier recours, quand on me prouve qu'on a tout essayé. Alors, c'est certain qu'un groupe syndical qui n'a même pas fait une seule contre-proposition, qui n'a même pas baissé ses demandes une fois, quand le gouvernement a augmenté son offre. Puis je suis le premier à dire que l'offre du gouvernement est insuffisante. Il va falloir donner plus que ça aux employés du secteur public. C'est juste que pour se rejoindre à quelque part au centre, il faut s'approcher par les deux bouts. Il faut que tout le monde se rapproche. Et je comprends ce que dit François Legault à ce moment-ci, mais là, c'est ce qu'on vit présentement. On part en grève sans même avoir donné cette chance à la négociation, là, que chacune des parties fasse son bout de chemin. Là. Antoine? Bien, justement, dans une récente jurisprudence là, en Saskatchewan, on a comme la Cour suprême a comme sacralisé la grève, puis elle a comme dit il faut que le gouvernement, avant de faire une loi spéciale, qu'il démontre qu'il a vraiment essayé de négocier. Or là, on a l'impression que c'est l'autre partie qui essaye pas. C'est le gouvernement, ça fait comme plusieurs offres qu'on fait, on bouge quand même, c'est peut-être pas suffisant. Mais là, c'est la partie syndicale qui n'a pas tellement bougé parce qu'elle croit qu'elle a la faveur du public et parce qu'elle croit que elle a le gouvernement dans les câbles. Et ça, elle en est certaine, la partie syndicale, puis c'est pas complètement faux, on le voit dans les sondages. Mais elle devrait quand même bouger, là, une bonne négociation, c'est ça, là. Il n'y a pas de contre-offre. Emmanuel, tu as l'air d'en douter? Moi, je pense qu'il y a une des raisons pour lesquelles la partie syndicale ne bouge pas en ce moment, c'est que la partie syndicale veut bouger quand ça va être utile et elle sait qu'en ce moment, ses membres sont tellement mobilisés, sont tellement crinqués, puis je le dis sans mépris, là, mais on a comme tellement mis de pression dans le presto qu'à un moment donné, il faut libérer cette pression-là. Les syndiqués veulent aller en grève. Et ça, les directions syndicales sont conscientes de ça et sont conscientes même que ça va être difficile de faire accepter une entente à leurs propres membres. Donc, à un moment donné, il y a un calcul qui est fait qu'il faut les laisser faire la grève un peu. C'est comme s'il y avait on a besoin de cet appel d'air-là dans la négociation. Parce que la preuve, c'est la directrice de la FAE, le syndicat des enseignants, était au bilan avec moi hier et elle-même le reconnaît. Puis en même temps, ils reconnaissent aussi qu'on négocie et que ça progresse à la table des négociations. Donc tout le monde est comme prisonnier, je pense, d'un engrenage qui a été lancé dès l'hiver dernier avec les offres complètement inadéquates du gouvernement. Et là, il faut suivre le bal, puis on est un peu coincé là-dedans en ce moment. Mario, bon, si on rebondit sur ce qu'Emmanuel dit, faire la grève 2-3 jours ou des semaines, Mario? Bien, l'idéal, ce serait pas du tout. Là. J'entends Emmanuel dire là, les gens sont tellement crinqués, puis les chefs syndicaux les ont un peu crinqués aussi. Puis là, on dit on a des membres des syndicats qui sont comme le chat qu'on a grimpé dans l'arbre. Là, ça prend les pompiers pour leur descendre, il n'est plus capable. Mais là, tu sais, c'est pas drôle, la grève. Là, on va gâcher peut-être des années scolaires d'enfants. Les membres de la FAE, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants. Ils n'auront pas de revenus, là. Je comprends qu'ils sont montés, là, puis là, c'est notre bataille, puis celle-ci, on la gagne. Puis... mais tu sais, ça va être quelque chose. Ils n'ont pas de fonds de grève. Ils n'ont pas de fonds de grève. Ils ne seront pas payés là, pendant les journées de grève. Alors, je trouve que c'est beaucoup de dommages là, si on était capable de s'entendre avant en évitant la grève. D'ailleurs, je me pose même moi, la question, je l'ai écrit ce matin dans le journal, est-ce que ça se fait encore en 2023 avec des enfants en difficulté, avec des parents mal pris? Est-ce que ça se fait encore? Oui, il y a des moyens de pression puis une certaine forme de grève, mais fermer la porte, mettre la clé dedans, dire on ferme tout. Moi, je pense qu'il existe aujourd'hui, en 2023, une certaine notion de services essentiels minimaux qui pourraient être maintenus dans les écoles pour les gens les plus mal pris. Bon, dossier des Nordiques, des Kings.
On va les avoir, les Nordiques. On va les avoir. Il nous a promis, M. Legault. Antoine, ça a été annoncé à Québec mardi et on a interrogé les gens de Québec comment ils avaient digéré la nouvelle depuis. On va les écouter ensemble. Vous croyez toujours? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Oh, ça fait trop longtemps qu'on était avec eux autres. Non, j'y crois pas. On aimerait ça, mais malheureusement, je pense pas qu'on l'aille. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est trop long. Alors, Antoine, le premier ministre a justifié la subvention. On disait oui, mais c'est pour faire revenir les Nordiques. Les gens Il de contredit Québec... son ministre. Comment? Son ministre avait dit l'inverse lors de la présentation de la subvention. Il avait dit non, c'est pas ça, c'est juste qu'on est une ville de hockey. Donc là, il contredit son ministre. Moi, je me demande ce qui se passe avec le gouvernement, là, des fois. Là, depuis l'échec de Jean Talon. Ils sont erratiques. C'est bizarre. Ils s'entendent plus entre eux. On veut ramener les Nordiques, mais ça, je sais pas, là, c'est essayer de convaincre les Québécois, les gens de Québec, alors qu'ils sont plus vraiment là, les gens de Québec. Ils ont eu beaucoup d'espoir il y a quelques années. On a perdu beaucoup de temps. On aurait dû parler de transport à Québec au lieu de parler des Nordiques. Là, M. Labaume, là, il a perdu je ne sais pas combien d'années à parler des Nordiques. Perdu du temps. On n'a pas là, de transport, on a un problème. Donc, moi, je comprends pas où s'en va le gouvernement avec cette histoire-là. Puis les Québécois de Québec, là, ils sont ailleurs. Je suis certain. Ils voudraient bien, là, mais combien le gouvernement du Québec devrait donner pour aider, encore une fois, le retour des Nordiques? Déjà que 5 à 7 millions, ça fait scandale. En tout cas. Bon, ça dit tout. Restez avec nous dans un instant. Valérie Plante qui met sous tutelle l'Office de consultation publique de Montréal après avoir entendu les témoignages de Mme Beaulieu et Mme Olivier. On y revient après ceci. Autrement dit, Cube Radio. Ah, tu veux me parler de la Corée du Sud qui a pris une décision en matière aérienne? Oui, c'est une tradition en Corée du Sud, tradition qui plaît peut-être pas à tout le monde, mais qui revient néanmoins chaque année. Ce sont les examens cruciaux, ou qui sont appelés les Sunyoung en coréen, qui sont passés en Corée du Sud chaque année, un test énorme, gigantesque, qui est considéré comme l'un des examens les plus durs du monde entier pour les élèves, qui sert à se placer pour entrer dans les meilleures universités. Puis dans le système coréen, là, c'est vraiment le test qui tue, qui dure 8 heures, entre 8 et 9 heures de temps dans une journée, et qui se déroulait... On pense à quel âge, ça? Ça, c'est pour entrer dans les universités, donc de ce que je comprends, là, comme c'est l'entrée à l'université, ça doit être 18 ans, mettons. 18 ans, aux alentours de tout ça. Tu fais un test de 8 heures. Ouais, et là, c'est un demi-million d'élèves, là, 504 000 élèves qui passaient ce test-là hier. Puis comme c'est un test qui est considéré comme tellement important pour entrer à l'université, ben, il y a des mesures exceptionnelles qui sont prises. Et c'est pour ça qu'entre autres, le ministère des Transports de Séoul a décidé d'amener une interdiction nationale à tous les décollages et tous les atterrissages d'avions pendant 35 minutes, ce qui correspond au test auditif d'anglais, pour être sûr que les élèves entendent comme il faut l'anglais qui est posé dans la question et qu'il n'y a pas de bruit des avions. Puis c'est pas une blague, Mario. Il y a au moins 90 vols qui ont dû être reportés à cause de l'examen. Les avions étaient obligés de voler à minimum 3000 mètres d'altitude pour pas déranger. On a aussi demandé aux services publics, aux grandes entreprises, de changer leurs heures d'ouverture pour pas qu'il y ait de trafic et d'embouteillage pour empêcher que des élèves puissent se rendre à l'examen. La bourse de Séoul a ouvert 1 heure plus tard que d'habitude, même pour l'examen en question. Donc, on prend les grands moyens pour que les élèves puissent passer l'examen qui, comme l'on le dit, est vital, mais surtout excessivement difficile. Et là, cette année, il y avait une nouveauté. Mario, on a enlevé la question qui tue. Parce qu'habituellement, on met des questions qui sont même pas dans le cursus national d'éducation coréen. C'est fou comme ça. Et ça privilégiait depuis des années les gens qui vont à l'école privée et qui vont avoir des tuteurs parce que eux pouvaient avoir des réponses à ces questions-là excessivement difficiles. Ça sonne drôle, tout ça, mais il faut rappeler que c'est quand même triste parce qu'il y a une pression excessive qui est déposée sur les élèves. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui ont la mention échec, là, ça doit être toute une claque. Là. Tu passes un examen de 8 heures que tu as dû préparer comme un fou. Pis... Oui, parce qu'en Corée du Sud, ben, c'est un accès, comme ça, aux grandes universités, ben, à un statut social élevé, à des carrières qui sont lucratives, même à des bonnes perspectives de mariage. Et la pression, ça crée un système éducatif qui est ultra compétitif en Corée du Sud. Ça favorise la dépression et le suicide des adolescents, dont les taux sont parmi les
les plus élevés au monde. Et on dit que c'est pas moins de 20 milliards de dollars dépensés chaque année par les ménages sud-coréens pour des cours privés et des tuteurs pour les élèves du primaire et du secondaire, selon les statistiques officielles. Merci, Alexandre. Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio. Alors, Valérie Plante qui a décidé de mettre sous tutelle l'Office de consultation publique de Montréal. Ses fonds sont gelés, sauf les salaires. Et Mme Beaulieu sera destituée dès lundi. Mario, on s'en va où avec ça? Ben, c'est tard, hein? On peut pas être contre ce que la mairesse vient d'annoncer, mais c'est tard, là. Je veux dire, ça fait 2 semaines qu'on parle de ça. Puis, la partie tutelle, OK, là, on gèle les fonds, je comprends. La partie mettre dehors la présidente, c'est un peu ridicule. L'opposition avait déjà promis de déposer une motion. Le parti de la mairesse avait dit on va voter pour. Et là, la mairesse dit non, nous, notre parti, on va la déposer, la motion. Là, on est rendu à l'étape de je l'ai déposée avant toi. Mais tu sais, c'est pas vraiment en termes de gestion, c'est pas vraiment quelque chose de majeur aujourd'hui. Donc, ça m'a pas... J'ai trouvé que c'était... Tu sais, après une journée quand même qui a été souffrante, là, une semaine qui a été souffrante, les gens ont appris cette semaine que de l'argent se gaspillait dans leur ville. Ils ont appris que leur taxe allait augmenter de 5 %. Aujourd'hui, ils se sont fait décrire qu'il y avait du temps facturé pour du travail qui était pas fait, des journées pas travaillées, pour remplir les feuilles de temps. C'est pas une bonne semaine pour être contribuable à Montréal, là. Mais... Moi, je retiens, il y a une petite phrase que dit Mme Plante dans son allocution, c'est qu'on aurait dû mieux surveiller les dépenses de l'OCPM. Il y a comme un aveu là-dessus, là, que c'est pas parce que l'OCPM est indépendant qu'il fallait que l'OCPM ait carte blanche à faire n'importe quoi avec les deniers publics. Mais la DG l'avait dit en 2017. Oui, mais le conseil municipal, il aurait pu se réveiller avant aussi. Puis il y a une question. Est-ce que l'administration va avoir envie d'aller jeter un œil dans les dépenses et la gestion des autres sociétés paramunicipales? Parce que là, la question se pose, si on a fermé les yeux pendant si longtemps sur l'OCPM, comment ça se passe ailleurs? Est-ce qu'eux aussi avaient carte blanche de faire n'importe quoi? Antoine, cette culture de gaspillage, là, on a l'impression que ça durait depuis des années et des années. Si JE n'avait pas sorti l'histoire il y a exactement 2 semaines, ça aurait possiblement continué, non? Oui, puis quand on pense à ce que Mme Isabelle Beaulieu a dit quand JE est allé la voir, là, il est allé voir son directeur général, dire « Help, Guy, help ». C'est incroyable. Donc, bravo aux journalistes d'enquête aussi. Oui. Bravo à Annabelle Blais, à Dominique Cambron-Goulet. On espère que, justement, ils vont aller voir un peu ailleurs parce que ils avaient vraiment trouvé là, un problème sérieux. Et je trouve que Mme Plante a pris tellement de temps avant d'en prendre conscience publiquement. Ça va lui être dommage à Mme Plante. Souvent, ça va lui faire du dommage. Et justement, là, on est en train d'examiner aussi ses comptes de dépenses à Mme Plante. On a déjà trouvé du vin, des bouteilles de vin à Vienne. Est-ce qu'il y aura autre chose? Je pose la question. Non, puis... Oui, mais Emmanuel. Mais aussi, on destitue Mme Beaulieu. Oui. Mais Mme Olivier, elle reste au sein du parti de Mme Plante au conseil municipal. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est un peu la même gestion, là. Je peux dire que, OK, Mme Olivier, c'est pas acheter des écouteurs à 900 $, kumbaya, mais entre vous et moi, là, je veux dire, c'était une dilapidation des fonds publics aussi. C'était aussi mal géré. Il y a autant de questions sur la façon dont elle faisait. Est-ce que la chose à faire pour Mme Olivier, ça serait pas au moins de se retirer du caucus de Mme Plante le temps qu'il y ait l'enquête de la vérificatrice générale? Une grosse opération là-dedans pour protéger une proche là, de la mairesse. Palmarès des écoles, le dossier complet va sortir en fin de semaine. Bon, je sais que vous êtes tous les 3 parents. Est-ce que ça vous a déjà guidé, ce palmarès des écoles privées, publiques, le fait que les écoles soient chiffrées? Emmanuel? Moi, ce qui m'a guidée, j'ai une enfant qui a des graves difficultés d'apprentissage. Donc, j'ai pas le luxe de pouvoir espérer faire entrer ma fille dans l'équivalent de Jean de Brébeuf, Jean Eudes ou au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. Ce que je pense qu'il faut retenir de ce palmarès, cependant, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles privées qui offrent des programmes particuliers, très spécialisés pour les enfants qui ont des grandes difficultés d'apprentissage. Et pour ces enfants-là, ces programmes-là, ce sont des bouées de sauvetage
qu'aucune école dans le secteur public n'est capable d'offrir. Donc, on a le débat sur les écoles privées. Il faut aussi tenir compte de cette nouvelle réalité qui commence à se dessiner dans le paysage scolaire. Antoine? C'est toujours bon, ce type de palmarès-là, je trouve. Qu'est-ce qu'il dit, Christian Dubé, déjà? Ce qui s'évalue s'améliore. Donc, le gouvernement ne le fait pas. Donc, là, nous, on le fait. C'est une très bonne chose. Mario, en terminant? Oui. Puis ça doit quand même être lu, parce qu'il y a des gens qui sont contre ces palmarès en disant on compare des pas comparables. Il faut se fier aux lecteurs. On peut pas, des écoles privées qui font de la sélection peuvent pas être comparées avec des écoles publiques. Il faut comparer des comparables. Mais entre écoles publiques tout à fait comparables, on voit quand même des écarts là, selon les façons de faire, les méthodes. Et ça, moi, je crois à cette comparaison-là pour l'émulation, que les gens essaient de s'améliorer. Oui, il y a quand même des écoles publiques qui sont chiffrées 10 sur 10. On va en discuter dans un instant avec le directeur du Journal de Québec qui sera avec nous. Merci à vous trois. Bonne fin de semaine. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Et voilà. C'est ce qui met fin à cette belle semaine. Merci de nous avoir suivis, d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous lundi, 15h30. Bye-bye.